Je tiens une petite bibliothèque dans la banlieue de Tokyo. Elle n'a pas de nom officiel, elle ouvre de 19h à minuit. Contrairement aux bibliothèques ordinaires, on n'y trouve que des fonds d'auteurs disparus. Vous poussez une porte discrète quelque part à Tokyo. À l'intérieur, une lumière tamisée éclaire des rayonnages serrés, pleins d'ouvrages. Tous écrits par des auteurs décédés. Pas de best-sellers, pas de nouveautés. Juste des voix du passé. Bienvenue dans la bibliothèque des auteurs disparus, le roman de Ika Harada. Ce livre, je l'ai ouvert un soir de fatigue. J'avais envie d'une parenthèse. Et immédiatement, j'ai été transportée dans un lieu où les livres ne sont pas juste des objets, ce sont des réminiscences. Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre. C'est celui de Ika Harada qui s'appelle La bibliothèque des auteurs disparus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur ce podcast, je poste un épisode tous les vendredis à 17h en audio sur Spotify, en vidéo sur YouTube et pendant 20 minutes, je vous parle d'un livre et pourquoi il pourrait vous intéresser. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je réponds toujours à vos commentaires et je suis aussi sur Instagram. Comme d'habitude, je vous dirai pourquoi ce livre est intéressant. On parlera des thèmes centraux, je partagerai mon ressenti. Tout cela et bien plus encore dans cet épisode. Partie 1. Pourquoi ce livre nous happe ? Ce roman, il est fait pour vous lecteurs qui cherchez quelque chose d'accessible. Une histoire où le plot n'est pas forcément le plus élaboré, un moyen de faire une pause, une lecture avant de dormir le soir. Il est fait pour les lecteurs qui aiment les livres, qui parlent de livres. Les lecteurs qui ont envie de découvrir un univers tranquille, un univers japonais. Comme les livres japonais que j'ai présentés sur le podcast jusqu'à présent, ce roman a aussi cette sensibilité. Il parle de thèmes comme le deuil, la lecture et la mort. Le twist ici, c'est que tout se passe dans une bibliothèque nocturne. Ce que j'ai aimé tout de suite dans la bibliothèque des auteurs disparus, c'est la manière dont les personnages semblent parler à nous, lecteurs passionnés. Et plus particulièrement, notre personnage principal, Otoa Ikushi. Otoa a grandi avec les livres. Elle a fait des études littéraires et rêvé de devenir bibliothécaire. Mais ses parents, qui ont beaucoup sacrifié pour financer ses études à l'université, dans la capitale, espéraient un avenir plus sûr pour elle, professeure ou salariée au sein d'une grande entreprise. Mais Otoa est déterminée. Elle veut choisir une autre voie. Elle accepte d'abord des contrats précaires dans des bibliothèques du quartier, puis un jour, tout change. Elle reçoit un message énigmatique sur son blog littéraire où elle partage ses lectures. Quelqu'un lui propose un emploi dans une bibliothèque, ouverte uniquement la nuit et spécialisée dans une collection personnelle d'auteurs décédés. Et comme elle, on plonge. Ce lieu est plus qu'une bibliothèque, c'est comme un refuge, une caverne silencieuse où les livres semblent respirer. Et surtout, c'est un point de rencontre pour chacun de nos personnages qui, chacun à leur manière, ont été cabossés par la vie, désillusionnés par le monde du travail ou en rupture avec leur passé. On a d'autres personnages, on a Sasai, qui est le seul bibliothécaire qui est en contact avec ce propriétaire mystérieux de cette bibliothèque et qui a embauché tous ses personnels. Il est discret et dans l'ombre. Il veille sur les rayons comme on protège un sanctuaire. On a aussi d'autres collègues silencieux mais bienveillants, chacun avec leur propre histoire de reconversion ou de renoncement. Par exemple, un barista dans un grand café qui finit par se retrouver dans cette bibliothèque et qui s'amuse à recréer des plats qui sont mentionnés dans des livres classiques, comme par exemple ceux de Anne of Green Gables. Évidemment, le mystérieux propriétaire est aussi un des personnages et il n'apparaît qu'à la dernière page du livre. Il semble avoir créé cet endroit pour offrir une seconde chance à celles et ceux que la littérature a sauvés. Tous ces personnages sont très différents mais ont une chose en commun, cet amour pour la littérature. Chacun d'eux s'est tourné vers cette bibliothèque au moment où plus rien n'avait de sens. Les livres deviennent ici des compagnons, des témoins, des miroirs. Et cette passion partagée crée un lien fort entre eux, même sans avoir besoin de beaucoup parler. C'est une histoire douce, réconfortante, une lecture où on se sent bien, on a l'impression de retrouver une petite communauté secrète.
celle des amoureux des livres. Ce livre nous happe justement grâce à son mélange de réalisme et de poésie. Parce qu'au-delà d'une intrigue mystérieuse, c'est un livre où les auteurs disparus continuent à vibrer à travers les livres. Ce qui m'a captivé, c'est justement cette idée qu'un livre peut continuer à exister, à transmettre, malgré la mort de celui qui l'a écrit. Ce qui m'amène à la partie suivante. L'intrigue de la bibliothèque des auteurs disparus ne repose pas sur des rebondissements spectaculaires. Et c'est justement ce qui fait sa force. Le roman avance doucement, comme à l'image de ses personnages. C'est une histoire de transmission, de réparation et de redécouverte. Il s'agit surtout de suivre le parcours d'Otoa qui va s'épanouir dans un lieu hors du commun. Chaque chapitre est un petit fragment de vie. Une lecture nocturne, un souvenir de jeunesse, un auteur aimé. Ces micro-événements construisent peu à peu l'intrigue émotionnelle plus que l'action. C'est l'évolution d'Otoa et des autres personnages qui nous intriguent. Leur cheminement vers un rêve qu'ils n'avaient jamais vraiment abandonné. Être bibliothécaire, c'est bien plus que ranger des livres. Ce roman le montre aussi très justement. C'est la beauté de ce métier. On est loin des clichés. Ici, ce n'est pas simplement classer des ouvrages et faire le guichet. Il faut accueillir le lecteur au moment clé de leur vie, connaître les livres et sentir ce qui pourrait accompagner quelqu'un, faire vivre une mémoire collective en préservant les bibliothèques personnelles d'auteurs disparus et surtout aimer les livres pour ce qu'ils ont à offrir aux autres et pas seulement à soi. L'un des charmes les plus marquants de la bibliothèque des auteurs disparus, c'est l'atmosphère douce et nocturne qui s'en dégage. Voir Otoa et ses collègues travailler la nuit dans cette bibliothèque silencieuse aux rayons chargés d'histoire, c'est presque une expérience sensorielle. Le rythme lent, les gestes minutieux, les échanges feutrés, tout invite à la détente. J'ai trouvé que lire certaines scènes de ce livre m'apportait du réconfort. C'est comme si je me glissais dans un cocon de calme, loin de l'agitation du quotidien. Et ce n'est pas seulement l'ambiance qui fait cela, c'est aussi le style japonais très respectueux, délicat dans la narration. Les formules de politesse entre les personnages, les gestes précis comme servir le thé, ranger un livre ou ouvrir une porte ont quelque chose de presque cérémoniel. C'est ce que j'aime appeler de l'ASMR littéraire. Et oui, ce n'est clairement pas un livre qu'on dévore, mais qu'on prend le temps de lire, surtout si c'est une lecture du soir. Évidemment, la mort est omniprésente dans ce livre sans jamais être pesante. Les auteurs continuent d'exister à travers leurs livres. Et cette bibliothèque nocturne est une forme de mausolée lumineux. On y vient pour se souvenir. Ce thème rejoint l'autre thème présent, c'est le détachement dans la culture japonaise. Ce n'est pas renoncer, c'est apprendre à laisser partir quelque chose pour faire place à une nouvelle chose. Tous les personnages, à leur manière, sont en quête de paix avec leur passé. Ce roman ne parle pas des livres, il parle du lien qu'on a avec les livres. Et c'est ce qui rend ce livre touchant. Dans un monde qui valorise la vitesse, l'immédiat, la rentabilité, ce récit nous invite à ralentir, à retrouver ce geste intime que c'est de lire juste pour lire. Ika Harada nous tend un miroir. À quoi ressemble notre rapport à la lecture aujourd'hui? Est-ce qu'on lit vraiment pour ressentir ou pour cocher une case? Maintenant, je vais conclure cet épisode. Quand j'ai fermé ce livre, j'ai eu la sensation étrange d'avoir quitté un lieu, pas juste fictif, mais un espace mental où je me sentais bien. J'ai repensé à toutes ces histoires, tous ces livres que j'ai lus, qui n'ont pas été relus depuis et qui prennent la poussière, tous ces auteurs que j'ai peut-être mis de côté pendant très longtemps, et je me suis demandé si c'était à nous lecteurs de les faire revivre. Pour moi, ce livre, c'était vraiment un appel à ralentir et à apprécier la lecture. Mais j'ai quand même un petit mais à dire. Si j'ai beaucoup apprécié cette lecture, qui est vraiment pas très longue, comme vous le constatez, c'est à peu près 280 pages, c'était parfait avant de dormir, mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que pratiquement à 80% du livre, on a une narration qui est tournée autour de Otoa, le personnage principal, et vers la fin, on parle beaucoup de Sasai et d'un autre personnage, et le point de vue change tellement brusquement qu'au début, je pensais qu'on parlait toujours de Otoa. Donc je trouve que s'il aurait fallu faire quelque chose, ça aurait été peut-être d'adapter la proportion à laquelle ces personnages sont relatés dans le livre. Je comprends que c'est pour le plot et que c'est pour montrer qui est ce propriétaire mystère,
Mais à mon sens, ça aurait pu être aussi très très engageant dès le début, parce qu'au final, on reste sur la lecture cocon, le plaisir de lire un livre qui n'a pas forcément de plot, et vers la fin, on force un peu ce plot de propriétaire mystère, et je trouve qu'on aurait pu l'amorcer bien plus tôt. C'est la seule chose négative que j'ai à dire sur ce livre. J'ai vraiment apprécié cette lecture, je trouve qu'elle était très cute et très apaisante, et je regrette un petit peu de l'avoir terminée. Mais maintenant, j'essaye de redonner une chance à tous ces livres que j'ai lus qu'une fois et que je voudrais relire mais que je prends pas forcément le temps de relire. Et c'est ce que je fais généralement maintenant avant de dormir. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, dans les commentaires, quel est votre livre préféré? Quel livre vous aimez relire chaque année? Pour ma part, le livre que je relis chaque année, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, puisque c'était un de mes livres préférés étant enfant. Et je n'ai pas vraiment de livre préféré, si ce n'est tous les livres de R.F. Kuang en ce moment. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.